Merci pour votre accueil. C'est la deuxième fois que je viens, enfin la deuxième fois en tant qu'invité par l'hôtel Rimbaud. Et j'y étais venu une première fois en octobre 2021 pour la sortie du livre. Jacques Le Tertre voilà, m'avait fait l'amitié d'organiser une soirée ici. Et voilà. Donc je suis très heureux d'être de retour ici, presque un an et demi plus tard, pour parler de Mon maître et mon vainqueur. Mon maître et mon vainqueur, c'est un très très beau titre, et je le dis d'autant plus qu'il n'est pas de moi. C'est tiré d'un vers de Paul Verlaine, d'un recueil assez méconnu de Verlaine qui s'appelle Chanson pour elle. Et quand je commence à écrire un roman, il me faut toujours le titre, la première phrase et le titre. Et là, j'avais la première phrase, j'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une armurerie, mais je n'avais pas le titre du livre. Et il se trouve que Milan Kundera s'était accaparé tous les meilleurs titres pour les romans d'amour. L'insoutenable légèreté de l'être, Risibles amours, La valse aux adieux. Et j'étais assez désespéré, et à un moment, je lis ce recueil de Verlaine, et je lis « Es-tu brune ou blonde ? Sont-ils noirs ou bleus tes yeux ? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde, mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dure ? Est-il sensible ou moqueur, ton cœur ? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. » Et quand j'ai lu ce poème, d'emblée, je me suis précipité sur Google pour vérifier que personne n'avait utilisé ce dernier vers en guise de titre. Et j'ai su que je tenais le titre de mon roman, qui est un roman d'amour, qui est le roman d'une passion amoureuse, d'un énième amour réciproque malheureux entre deux personnes, Tina et Vasco, qui s'aiment follement à un moment de leur vie où ils ne sont pas censés s'aimer. Tina est sur le point d'épouser Edgar, donc Tina c'est une comédienne qui est sur le point d'épouser un homme qui s'appelle Edgar. Elle a deux enfants. Deux enfants qui s'appellent Arthur et Paul. Et elle rencontre Vasco, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Ils vivent une passion amoureuse. Et au mariage, eh bien, Vasco est arrêté au mariage de Tina. Et on retrouve sur lui un cahier sur lequel il a écrit des poèmes et un revolver. Et il se trouve que ce revolver est le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud le 10 juillet 1873 à Bruxelles. Et au juge d'instruction qui l'interroge, Vasco répond « Vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes ». Le juge lit le cahier de poèmes, n'y comprend pas grand-chose, et convoque donc le meilleur ami de Vasco, qui est aussi un ami de Tina, qui est le narrateur, qui va se faire l'exégète de ce cahier de poèmes, et qui, en expliquant les poèmes au juge, va dénouer les fils de cette passion amoureuse et aider le juge en quelque sorte à résoudre l'enquête. Donc c'est une sorte de, pas de polar, mais on mène une enquête avec le juge et avec le narrateur à travers les poèmes écrits par Vasco. Alors effectivement, moi, je me suis demandé en relisant Chanson pour elle, qui est un recueil dans lequel Verlaine joue beaucoup avec l'hétérométrie, etc. Et comme il y a beaucoup de formes différentes dans le livre, c'était une question que je m'étais posée. Est-ce que vous avez voulu coller ? Est-ce que vous en êtes inspiré ou pas du tout ? Ou les poèmes étaient déjà là, bien existants avant ? Je ne me suis pas inspiré de Chanson pour elle, mais il se trouve que il serait vain de prétendre, lorsqu'on écrit sur une histoire d'amour, que c'est totalement ex nihilo. Donc j'ai commencé à écrire après moi-même avoir vécu une passion amoureuse. Et j'ai commencé à écrire vraiment à faire le truc le plus banal du monde, et peut-être le plus adolescent aussi, à écrire des poèmes. Et mon intention initiale, c'était de publier un recueil de poèmes, et puis finalement, je me suis dit que tout le monde allait s'en foutre. Puisqu'on ne lit plus vraiment de poésie aujourd'hui. Voilà. J'ai entendu ça dans une de vos interviews, plus personne ne lit de poésie aujourd'hui. C'est plutôt vrai, on lit encore de la poésie un peu, mais on lit plus. Disons que la poésie a un peu migré vers la chanson surtout, on en écoute. Les recueils de poèmes aujourd'hui se vendent à 200-300 exemplaires, enfin c'est pas quelque chose qui... Donc hélas, on lit, hélas, tant mieux, j'en sais rien, on lit plus de poésie. On lit encore beaucoup de poésie classique, on lit encore beaucoup Rimbaud, Verlaine, Aragon, mais bon, les recueils de les recueils de poèmes qui paraissent dans la planche, d'ailleurs on ne publie pas de poètes. On ne publie pas. Si vous êtes si vous n'avez jamais rien écrit et que vous voulez publier un recueil de poèmes aux éditions Gallimard, même si c'est très bien, ils vous vont dire non. Ils vous disent non, et ils acceptent de publier de la poésie quand vous avez déjà publié un roman. Voilà, ils ne t'auraient pas dit non.
Maintenant, non, mais à l'époque, si j'avais envoyé un recueil de poèmes avant d'avoir été publié chez Gallimard, il m'aurait dit non. La poésie, aujourd'hui, elle est considérée comme un caprice. Flammarion accepte de publier les poèmes de Michel Houellebecq parce qu'il y a les romans. Bon. Et tu avais écrit des poèmes avant? Non, mais donc j'avais écrit quelques poèmes, et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de les faire passer en contrebande, et pour les faire passer en contrebande, il fallait faire un roman, c'est-à-dire il fallait enrober ces poèmes de fiction. Et donc j'ai décidé d'en prendre quelques-uns, et puis il y en a d'autres que j'ai écrits simplement pour l'intrigue, pour le livre. Des poèmes qui parfois sont volontairement aussi pas très. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a qui sont volontairement qui n'ont pas grand intérêt, et qui sont protéiformes, ça j'y tenais. Donc il y a des haïkus, il y a des sonnets. C'était la question suivante. Et il y a beaucoup de vers réguliers parce que c'est aussi un hommage à Verlaine, à Rimbaud, beaucoup de sonnets, beaucoup de. Voilà, donc il y a beaucoup de rimes, il y a des alexandrins, des casyllabes, des octosyllabes, un peu de tout, quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est très réussi. Vous voulez nous en lire un que vous aimez bien? Non. Non. C'est pas grave alors. On pourrait citer plein de poèmes d'autres poètes, okay, mais moi non. Okay. Quel est le personnage sur lequel vous avez eu le plus d'affection en écrivant le roman? Edgar, parce que c'est le mari cocu, et donc à un moment j'ai écrit qu'il faut avoir à l'égard de ces personnages les yeux, je ne sais plus ce que j'ai écrit, le cœur, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Si tu l'as dit dans une interview, je dois... Non mais je l'ai écrit dans le livre surtout. Le cœur sec et les... Non, voilà la différence. Je dis qu'il ne faut pas avoir le cœur sec et les yeux doux, il faut avoir un regard très acéré, etc. Mais en même temps avoir du cœur, enfin avoir de l'empathie pour... c'est un lieu commun ce que je suis en train de dire. Mais oui, c'est sans doute Edgar. Mais c'est tous, puisque dans tous les personnages, il y a un peu de moi. Si j'ai autant d'indulgence à le regard, c'est par complaisance envers moi-même, sans doute. Donc j'ai été à la fois Tina, Edgar, Vasco, le narrateur et même le juge. Ouais, justement, vous disiez que l'amour de Tina pour Rimbaud et Verlaine, c'était votre amour à vous. Moi j'avais envie de vous demander comment est-ce que cet amour pour Rimbaud notamment, puisqu'on est chez Rimbaud ici, s'était éveillé, puisqu'on sait que Tina rencontre Verlaine dans un café par les poèmes saturniens. Rimbaud. Rimbaud, comme tout le monde, comme après tout le monde, je l'ai découvert en classe. Alors je ne sais pas à quel âge on lit Rimbaud, on récite Rimbaud pour la première fois, mais c'est peut-être en 6e ou en CM2. Mais je me souviens très bien du poème, c'était Le Dormeur du Val. C'était Le Dormeur du Val. Et ensuite, j'y suis revenu vers, je pense, 19-20 ans, où j'ai commencé à le lire, vraiment à lire tous ces poèmes. Et puis surtout, ensuite, sa vie, ça a été à travers Pierre Michon, à travers la lecture de Rimbaud le Fils, notamment, donc vers 21-22 ans. C'est consécutif à ma découverte de Pierre Michon, en tout cas l'intérêt que j'ai eu pour la vie de Rimbaud. Ces poèmes, c'est un intérêt qui préexiste, mais moi et en plus la plupart des Rimbaldiens, j'ai l'impression qu'ils mettent sur un piédestal vraiment Une saison en enfer. Mais moi, ce qui me touche le plus dans les poèmes de Rimbaud, c'est vraiment les premiers, c'est ce qu'on appelle les cahiers de Douai, les poèmes qu'il remet à Paul de Mény, et qu'il lui demande ensuite de brûler, comme l'avait fait Kafka avec Max Brod. Alors vraiment, il faut rendre grâce à ses amis qui ne respectent pas les volontés des écrivains. Et je suis toujours fasciné par ce truc, parce que je me suis dit que Domény aurait très bien pu respecter la volonté d'Arthur Rimbaud, et alors jamais le bateau ivre, pas le bateau ivre, jamais le Dormeur du Val, jamais Sensation, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, jamais Au Cabaret Vert, jamais... ouais, roman, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, oui, Sensation et roman, jamais Ma Bohème ne nous serait parvenu. Donc tous ces poèmes qui vraiment font partie de l'imaginaire collectif aujourd'hui, ils auraient disparu. Et il est tout à fait possible, c'est ça qui me fascine aussi, c'est que je me dis, il est tout à fait possible qu'il y ait eu un autre jeune homme, à peu près, je sais pas, 10 ans ou avant Rimbaud, ou 10 ans après Rimbaud, originaire de Picardie, ou du Pays Basque, ou de Savoie, qui lui-même a
a écrit des vers peut-être aussi bons que ceux d'Arthur Rimbaud, qui lui-même les a remis à un ami, qui lui-même lui a demandé de les brûler, et il se peut que cet ami les ait réellement brûlés. Donc il est possible qu'il y ait eu un autre Arthur Rimbaud, enfin un poète qui avait le génie d'Arthur Rimbaud, et dont les vers ne nous sont jamais parvenus. Et ça, je trouve que c'est une question, enfin c'est vraiment, lorsqu'on entend, c'est assez vertigineux finalement. Puisqu'on est à l'hôtel, il se passe à un moment donné, une scène torride, disons-le, dans la chambre Verlaine, chambre 42, je crois. Moi, j'ai trouvé que dans ce passage, il y a quelque chose qui était très réussi, c'est qu'on alterne entre la vision du narrateur, en tout cas la relation de cette taurine, et aussi le point de vue d'Edgar. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Oui, c'est une scène, je cherchais un hôtel pour abriter les amours de mes personnages, et lorsque j'ai découvert l'existence des hôtels littéraires, et notamment de l'hôtel Arthur Rimbaud, là c'était tout trouvé. Et donc à l'époque, je suis venu à l'hôtel Rimbaud justement pour voir à quoi ça ressemblait. C'est là que j'ai rencontré Jacques Le Tertre. Je lui ai écrit, on s'est rencontrés, il m'a montré sa collection. Et puis, j'ai eu le droit de visiter la chambre, j'ai demandé à visiter la chambre Verlaine. Donc voilà, c'est un travail de documentation en quelque sorte que n'importe quel romancier fait. Et à la suite de ça, j'ai écrit cette scène qui alterne entre une scène de cul, on peut le dire. Voilà, c'est une scène assez. Et en même temps, le point de vue d'Edgar, qui est le mari, qui lui-même a emmené les enfants chez ses parents et qui dort dans son lit et qui a envie d'appeler Tina, qui hésite, qui pense à elle. Et donc il y a ces deux narrations qui s'entremêlent, qui s'interpénètrent. Ce qui renforce le côté un peu tragicomique de la scène. Et ensuite, suite à la publication du livre, Jacques Le Tertre m'a offert une nuit dans la chambre Verlaine, donc j'ai pu a posteriori essayer de reproduire la scène. Une scène qui est très belle et qui, de surcroît, mentionne il s'est baigné dans l'eau de Tina, et qui est enfin moi j'ai vu un clin d'œil au bateau ivre. Je me suis baignée dans le poème, dans la mer du poème. Mais c'est marrant parce que les Rimbaldiens voient des clins d'œil absolument partout. Et je vais vous donner un exemple. À la fin du livre, il y a le mariage et à un moment, Tina s'enferme dans sa chambre et se rase la tête. Enfin, elle commence à se couper les cheveux, à couper tous ses cheveux. Et cette idée, elle m'est venue d'un tableau de Frida Kahlo. Qui est après que Diego Rivera, qui était son mari, a couché avec sa sœur, parce que Diego Rivera a trompé Frida Kahlo avec sa sœur. Frida était désespérée et pleurait, et elle s'est coupé les cheveux, elle s'est coupé tous les cheveux, alors qu'elle avait des très beaux cheveux, et elle a représenté tout ça sur un tableau où elle est assise comme ça, sur une chaise jaune, sur une chaise aux barreaux jaunes, et on voit les cheveux qui sont par terre, et elle a un ciseau à la main. Et donc cette scène m'est venue de ce tableau. Et Jean Rouault, qui est un grand rabbinien, lui aussi, qui a écrit La Constellation de Rimbaud. Il était là il y a 2 mois. Et Jean Rouault m'a dit, oui, et puis évidemment, cette scène, c'est Rimbaud, lorsqu'il apprend la mort de sa sœur Vitalie, et qu'il se rase la tête, et il apparaît au cimetière avec la tête rasée. Il y a le fameux dessin, je crois que c'est un dessin de Delahaye, qui le représente comme ça avec la tête rasée, c'est marqué la tronche à machin. Et j'ai dit à Jean, oui, c'est tout à fait ça. Alors qu'en fait, j'y avais pas pensé, mais je suis très heureux de ces exégèses qui sont parfois. Mais non, du coup, j'avais pas pensé au bateau ivre avant qu'on parle du Le Faucheux, moi j'aimerais qu'on parle du Cœur de Voltaire, qui est là sur le site de Richelieu, n'est-ce pas? Il se trouve que j'ai été invité à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de ce qu'ils appellent une résidence. C'est-à-dire que pendant 1 mois, j'avais une sorte d'accès libre à toute la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai eu notamment accès à la réserve des livres rares et anciens, ce qui est un endroit absolument extraordinaire, qui est grand comme, peut-être à peu près grand comme le rez-de-chaussée de l'hôtel,
Alors évidemment, il n'y a pas de fenêtre, il fait toujours la même température, l'hygrométrie est toujours la même, enfin, tout ça est très... Et il y a des étagères avec les trésors de la Bibliothèque nationale. Évidemment, quasiment personne ne peut y accéder, il y a quelques conservateurs triés sur le volet qui peuvent y avoir accès. Et moi, j'ai pu passer 2 après-midi de suite dans cet endroit avec la conservatrice en chef. Et je prenais des classeurs au hasard, je les ouvrais, et je tombais par exemple sur La prose du Transsibérien, ce poème extraordinaire de Blaise Cendrars qui commence par en ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. C'est magnifique, la prose du Transsibérien. Figurez-vous que Cendrars n'a jamais pris le Transsibérien, et lorsqu'un journaliste l'a interrogé, Pierre Lazareff, il lui a demandé « Mais est-ce que vous l'avez déjà pris ?» Il a eu cette réponse qui pour moi est une des plus belles définitions de ce qu'est la littérature, de ce qu'est la fiction. Il a dit « Mais qu'importe si je l'ai pris, puisqu'avec mon poème, je vous l'ai fait prendre à tous. » Donc je tombais sur la prose du Transsibérien, j'ouvrais un autre classeur, et je tombais sur les contemplations de Victor Hugo, et alors là je tourne les pages et je vois un moment, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans y avoir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Et moi, je connaissais le poème, donc je m'attends à voir un bouquet d'ouvert et de bruyères en fleurs. Et je lis une branche de houx et de la sauge en fleurs. Et là, je vois que ce dernier vers, il paraît comme ça, raturé. Et Hugo le substitue par un vers qu'il juge plus euphonique et que nous connaissons aujourd'hui, qui est un bouquet d'ouvert et de bruyères en fleurs. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être à côté de Victor Hugo lorsqu'il a barré ce vers. J'ai vraiment eu l'impression de le voir caresser sa barbe blanche, tremper sa plume dans l'encrier et corriger le poème. Et donc, j'avais un accès comme ça, très privilégié au manuscrit, et j'ai eu notamment un accès à une saison d'enfer, aux fragments, aux quelques fragments qu'on connaît d'une saison d'enfer, qui ont été reproduits notamment par les éditions des Saints-Pères. Et donc tout ça était très, très émouvant, et c'est suite à ça que j'ai décidé de faire de mon personnage un conservateur à la BNF. Et au début, alors à la BNF, donc j'ai eu accès libre à tout ça, et au terme de ce mois, eh bien, je devais faire une restitution, c'est-à-dire écrire un texte que j'étais censé lire sur la grande scène de la BNF devant un parterre d'invités. Et je me suis dit au début que j'allais écrire là-dessus, et finalement, un jour, je me suis retrouvé dans le salon d'honneur de la BNF. Dans le salon d'honneur de la BNF, il y a une statue de Voltaire, qui est une œuvre de Jean-Antoine Houdon, et vraiment qui représente, je sais pas, vous êtes sans doute nombreux à être déjà allés aussi à la Comédie Française. La même statue est à la Comédie Française. Et on voit Voltaire, Voltaire vieux, Voltaire fatigué, drapé dans un costume à l'antique, et Voltaire, on voit vraiment ses rides, ses cernes, on voit les outrages du temps. Et dans la statue de Voltaire à la BNF, eh bien, dans le socle, il y avait marqué « Ici se trouve le cœur de Voltaire, mort en 1778 à Paris ». Il se trouve que lorsque Voltaire est mort... Parce qu'au Panthéon, en fait, il n'y a rien. Non, au Panthéon, c'est rien, c'est un cénotaphe. Et donc, lorsque Voltaire est mort en 1778, quai des Théatins à Paris, il est mort chez son ami le marquis de Villette, dont certains prétendent qu'il était son fils naturel, puisque Voltaire était un très bon ami de la mère du marquis de Villette, et ensuite il l'a pris un peu sous son aile. Et le marquis de Villette essayait, en quelque sorte, de faire en sorte que la gloire de Voltaire rejaillisse sur lui. Et donc il est mort quai des Théatins, et le marquis de Villette a prélevé le cœur de Voltaire et il l'a mis dans un coffret, comme ça, en forme de cœur, un coffret doré. Et puis, quand Villette est mort quelques années plus tard, eh bien, c'est sa veuve qui a eu le cœur. Et puis, c'est leur fils qui l'a eu. Et à la fin du XIXe siècle, eh bien, la
République a décidé alors je ne sais pas si le cœur a été légué ou s'il a été préempté, ouais, je sais pas, bref. Toujours est-il qu'il il s'est retrouvé, non, parce que préempté c'est lorsqu'il y a une vente aux enchères, mais bon, toujours est-il qu'il s'est trouvé entre les mains de la République française. Eh bien, ils ont décidé de le placer dans le socle de la statue. Et moi, je vois cette statue, et je vous ai dit que j'avais eu un accès libre à toute la BNF, notamment au PC de sécurité. Et le PC de sécurité, il y avait plein d'écrans, voilà, et les deux personnes du PC de sécurité m'expliquaient, voilà, là, on peut voir à peu près tout, et elles me disent, le seul endroit où il n'y a pas de caméra, c'est dans le salon d'honneur, puisqu'il n'y a rien à voler, il n'y a que la statue de Voltaire. Et bien moi, je me suis dit, je vais essayer de dérober le cœur de Voltaire. Et un après-midi, je suis arrivé avec mon sac de piscine, avec mes affaires de piscine, sous lesquelles j'avais dissimulé des outils, parce que je viens d'une famille de quincailliers, donc j'avais écrit à mon oncle, qui m'avait expliqué de quels outils j'avais besoin pour dévisser la plaque. Et finalement, j'arrive, je dévisse la plaque, je prends le cœur, je le mets dans mon sac, je remets la plaque, je bouche les trous avec du mastic, je maquille mon larcin en quelque sorte. Je sors de la BNF, j'ai eu le cœur pendant une semaine chez moi, et puis ensuite j'ai fait cette fameuse restitution, j'ai raconté tout ça sur la grande scène de la BNF, et à la fin, eh bien, solennellement, j'ai remis le cœur à la présidente, à Laurence d'Angèle, qui ne savait pas si elle devait appeler la police ou me féliciter. Moi, je crois qu'on peut vous féliciter quand et elle m'a demandé instamment de préciser, lorsque je raconte cette histoire, elle m'a dit « Laissez quand même planer le doute quant à la véracité de cette histoire, parce qu'il ne faut pas porter préjudice aux deux personnes du PC de sécurité. Donc, je ne vous dirai pas si cette histoire est inventée ou pas, mais vous connaissez la phrase de Baudelaire. Nous ne saurons pas non plus si vous l'avez offert réellement à une femme que vous aimiez. Mais là, on voit que, alors, si je vais prendre le micro pour me faire entendre. Donc là, tu es un récidiviste, parce que si tu m'autorises, Gaël, à raconter cette histoire qui nous a réunis, ça y ressemble un peu, finalement. On est donc dans cette vente aux enchères. Je crois que c'est Christie's en novembre 2016 pour ce fameux revolver. Alors certains diront que c'est peut-être le vrai, d'autres pas. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais il est présenté, 3 objets, les enchères s'envolent, 426 000 €, je crois, au final. Toi, tu as enchéri ou pas? Je t'avoue que je me suis mis la main dans les cheveux au début, mais ensuite non. Tu as enchéri ou pas? Non, mais j'ai vu quelqu'un que je connaissais dans la salle, je lui ai dit bonjour et on m'a dit 60 000 pour le... Ah ben on a évité ça, on a vu effectivement après les enchères s'envolaient, tout le monde imaginait 100, 150 000 €, 426 000 €. Oui, il était estimé entre 50 et 70 000, je crois. Et il est parti à 400 et 426 000, et il se trouve qu'à la fin, enfin non, tu peux raconter l'histoire, tu étais là. Non, mais c'était pour avoir, parce que j'ai vu ta version évidemment, dans le livre, tu en avais fait aussi un post. Moi je vous donne que ma petite version rapidement, c'est qu'à la fin, parce qu'il m'a aidé à faire quelque chose qui devient un grand souvenir pour moi, la salle est vide, je vous parle depuis mon souvenir. Vraiment, la salle se vide très vite. Une personne reste, un vigile. Alors au départ, il y avait plein de caméras, il y avait toutes les caméras télé. Ouais, voilà, et donc il y a un vigile, et je crois que par magie, alors que je lui demande, tu es pas loin à ce moment-là, on ne se connaît pas, avec ton merveilleux grain de folie, tu me dis, bah, on va le prendre, quoi, prenons-le dans notre main, ce revolver. Je demande au vigile, je crois lui demander quelque chose comme c'est le vrai, et lui me répond oui. Mais dans ma tête, je crois lui avoir demandé est-ce que je peux le prendre. Là, ça s'est traduit comme ça. Donc son oui m'a invité à définitivement le faire, et puis l'après en alors je t'assure que le vigile ne nous a pas dit oui, c'est après. Il nous a dit mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, c'est après, bien sûr. Parce qu'après, on raconte l'histoire, mais on s'est retrouvés avec en main cette crosse froide de ce revolver mythique et historique. Et il y a une photo, on le voit, ouais. Voilà, et sur Facebook, il y a une merveilleuse photo. Et Nicolas disait oh, c'est pas vrai, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Tu étais ému ou comme je l'étais ou qu'est-ce que ouais, bah, quand même, c'était un moment émouvant. Mais il se trouve que depuis, j'ai eu connaissance de la personne qui l'avait acheté. Et cette personne m'a fait le plaisir de me prêter le revolver aujourd'hui pour la rencontre
Donc, vous pouvez vous-même le tenir entre vos mains. C'est le faucheux à 6 coups de calibre 7 mm avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud le 10 juillet 1873 à Bruxelles. Je vous prie de ne pas trop ébruiter cette affaire parce que je me suis promené comme ça, depuis Montmartre avec le revolver, je n'ai pas de port d'armes. Moi, on m'a bien prévenu que c'était si dangereux que ça de validé. Voilà, alors il n'est pas chargé. Voilà, donc le revolver, je ne sais pas si vous voulez le faire. Oui, bien sûr, non, mais vous aurez en main ce que j'ai trouvé être quasiment un jouet, même si c'est autre chose, mais c'était... Voilà, mais quand on le voit, on comprend pourquoi Rimbaud n'a pas été si blessé que ça. Finalement, il a pris une balle dans le poignet, et ça ne lui a pas laissé... La seule séquelle, c'est les 2 ans de prison de Paul Verlaine, et quand 155 ans. Je sais pas si les revolvers à l'époque, moi je suis pas un spécialiste de... Ouais, on l'a acheté, il l'a acheté, l'après-midi même. Le matin même, je crois, il l'a acheté parce qu'il avait menacé sa femme de se brûler la cervelle si elle ne revenait pas. Finalement, c'est sa mère qui a accouru. Il s'est pris la tête avec Rimbaud. Bon, à mon avis, ils avaient pas mal picolé avant ça. Verlaine surtout. Ouais, Verlaine surtout. Rimbaud lui a fait part de son intention de rentrer à Paris. Et là... Verlaine lui a dit, bah voilà pour toi puisque tu pars, et il a tiré 2 balles dont l'une est venue se loger dans le poignet de Rimbaud. Et l'autre, je crois, dans le parquet. Mais pour la petite histoire, si tu me permets, avant de revenir à Rimbaud et au livre, je t'ai dit une chose, mais qui est pour moi incroyable dans mon souvenir éternel. Celui qui l'a acheté, il a dû le mettre sous cloche, il le gardera peut-être loin de toute forme de communication à d'autres. Et dans 500 ans, quand l'analyse ADN viendra essayer de percer le mystère, eh bien, on retrouvera vos empreintes. Voilà. On retrouvera toutes vos empreintes. Voilà, on avait posé nos empreintes sur ce revolver, et voilà, ça a été le début de cette rencontre. Alors, moi, je ne sais pas si c'est maintenant que nous le faisons, ou si on parle aussi et toujours encore du livre, mais cette année, tu as accepté de te prêter à cette question pas facile et à la fois merveilleuse. On a tous un rapport particulier à Rimbaud. Lorsqu'on est dans des repas de famille, on essaie de parler. Comment on a appris qu'il est parti au sport aussi. Avant, ouais. Il a fait d'autres voyages. Et puis, il y a ce mot très beau de Mallarmé qui dit c'est opéré vivant de la poésie. C'est ça, c'est opéré vivant. C'est opéré vivant de la poésie. Mais comment tu peux expliquer? Mais c'est marrant parce que quand tu m'en as parlé, tu m'as dit c'est comme si un jeune, le prochain Lionel Messi, à 19 ou 20 ans, décidait de raccrocher les crampons. Décidait de se disait bon, moi le foot finalement ça m'emmerde, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de prendre un backpack et d'aller voyager. Et je trouve que c'est une analogie qui ne tient pas, parce que le sport est l'un des domaines les plus méritocratiques. Ce qui est fascinant dans le sport, c'est que quand vous êtes le meilleur, lorsque vous êtes Lionel Messi ou un jeune Lionel Messi, eh bien vous êtes celui qui va gagner le plus d'argent, vous êtes celui dont le public va chanter le nom, vous êtes celui dont le public va acheter les maillots. Donc, oui, c'est un domaine très méritocratique, contrairement à la poésie. Arthur Rimbaud, lorsqu'il arrive depuis Charleville à Paris, et encore une fois, bon, tout ça c'est des interprétations très subjectives, hein, je me trompe sans doute, et bon, on n'aura pas les réponses, donc ça n'est qu'une hypothèse que je formule, mais lorsqu'il arrive à Paris, finalement, il est plein d'espoir. Et il y a cette très belle idée de Nichon qui dit que dans un même mouvement, il y a eu l'idée d'asseoir, de se faire une réputation, puis ensuite l'idée de la vanité d'une réputation, et puis il y a eu le saccage d'une réputation. Et il est plein d'espoir, et je pense qu'il découvre ce que Sioran formulera très bien quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, et avec quelle quantité d'illusions ai-je dû naître pour pouvoir en perdre une chaque jour. Eh bien, Rimbaud perd une illusion chaque jour lorsqu'il se retrouve à Paris, et finalement, ces poèmes, ils sont lus par quoi? Par 15 personnes. Le Parnasse et les vilains bonshommes, c'est une quinzaine de types. Nichon a une très belle formule, il parle du grand ghetto des petits tirages. Eh bien, c'est ça. Donc, il est lu par 15 personnes. Et ensuite, après son affaire avec Verlaine, alors que Verlaine est en prison, Rimbaud rentre à Roche, et il écrit Une saison d'enfer dans son grenier. Il le fait publier lui-même à compte d'auteur. Et là, il se dit, bon, cette fois-ci, c'est la bonne.
Il retourne à Paris et tout le monde lui tourne le dos et finalement personne, hormis Germain Nouveau, n'accepte, enfin personne ne lit vraiment son recueil. Et la saison n'est pas publiée officiellement puisque n'ayant pas pu payer... Oui, et il laisse le reste du tirage chez l'imprimeur qui est ensuite racheté par un avocat, on connaît l'histoire. Et là, bon, bah... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à partir de ce moment-là? Et la deuxième chose qu'on arrive, c'est que Rimbaud, finalement, c'est un voyageur. La plus belle formule qui a été trouvée pour décrire Rimbaud, je crois que c'est Delahaye, hein, qui parle de l'homme aux semelles de vent. Alors, je ne sais pas si on l'a souvent attribué à Delahaye. L'homme aux semelles de vent. Et on comprend lorsqu'on vient de Charleville, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Charleville, mais... Et à Roche. Et à Roche, ouais, on comprend qu'on a envie de s'en tirer. Aujourd'hui, il y a deux trucs à voir à Charleville, enfin les deux points d'intérêt, c'est vraiment la tombe d'Arthur Rimbaud et la gare pour Paris. C'est vraiment les... donc lorsqu'on est de Charleville, moi je comprends qu'on ait envie de voyager. Moi je suis d'Amiens, lorsqu'on a grandi à Amiens, c'est la phrase de Bouvier, c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Eh bien Rimbaud, mais dès ses 16 ans, il a eu envie de tout planter là. Avant d'être un poète, c'est presque un fugueur. C'est un fugueur. Et donc, puisque ça ne marche pas dans la poésie, eh bien, il se met à voyager. Il se met à voyager. C'est un voyageur avant d'être un poète. Pour moi, c'est un très grand voyageur. C'est un très grand poète, mais c'est surtout un voyageur. Il serait très étonné aujourd'hui de nous voir là en train de parler de sa poésie dans un hôtel qui porte son nom. Et d'ailleurs, lorsque des années plus tard, il commence à avoir une petite réputation, il est à peine au courant de cette réputation. Mais lorsqu'on lui dit qu'on commence à le lire à Paris, tu dis, mais tout ça c'était des rinsures. Des rinsures, c'est ça, c'est le terme qu'il utilise. Ouais, et si la poésie avait été le football, eh bien, d'emblée, il aurait été reconnu comme le plus grand poète de son temps, si la poésie avait été méritocratique, s'il y avait eu s'il y avait eu une corrélation entre la qualité de son œuvre et sa réception de son vivant, eh bien, il aurait sans doute continué à écrire. Et en même temps, du coup, il n'aurait pas arrêté, il ne se serait pas opéré vivant de la poésie à 20 ou 21 ans, il serait peut-être resté à Paris, il serait mort dans son lit à 80 ans de sa belle mort, et sa vie nous intéresserait beaucoup moins, et cet hôtel ne porterait pas son nom, et donc, et nous ne serions pas ici à en parler. Donc finalement, le mystère Arthur Rimbaud, le fait qu'il ait arrêté d'écrire si jeune, la fulgurance comme ça de son œuvre, on va pas se mentir, c'est aussi ça qui nous fascine. Et si les mêmes poèmes avaient été signés Théodore de Banville, eh bien peut-être qu'on les lirait, mais avec beaucoup moins d'exaltation. Ouais, c'est une belle réponse. Ce qui est incroyable dans cette question, c'est que je pense qu'on a chacun notre réponse. Elle passe par le prisme de ce qu'on ressent et de l'œuvre et de sa vie, et aussi de nous-mêmes. Mais tu l'as dit, ce qui est incroyable, tu l'as inclus d'ailleurs, je voulais te relancer sur cette idée qu'un jour, comme le disait Sylvain, c'est un dénommé Bourde, qui en voyage voit Bardet et lui signale, vous avez, je fais vite, mais un Arthur Rimbaud, il parle d'Arthur Rimbaud, c'est un simple employé salarié pour Bourde, et c'est au quartier latin quelqu'un qui devient incroyable. Je crois que Bardet dira à Rimbaud, mais vous tutoyez Verlaine, en n'imaginant pas une seconde que ça pouvait être le même Arthur Rimbaud. Et là, alors qu'on revient vers lui, avec un mot, à nouveau, et tu l'as très bien dit, il rejette l'idée d'aller se confronter à cette reconnaissance, et il ne viendra jamais au contact de cette, au-delà d'une notoriété, mais reconnaissance. Donc ça veut dire, et j'ai une question à te poser, est-ce que tu pourrais arrêter d'écrire ? Oui. La question est mal formulée. Pardon. S'il te plaît, j'entends. Non. Non, mais en réalité, oui, sans aucun problème, parce que finalement, l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain, c'est parce que je lisais. Enfin, je me suis mis à lire assez tardivement, à 18 ans, mais très vite, il m'est apparu que j'avais pas envie de faire grand-chose d'autre de ma vie, et je voulais en quelque sorte que, me trouvant un mercredi après-midi allongé dans mon canapé, un livre à la main, on baisse la voix et qu'avec une tonalité empreinte de respect, on dit « il travaille ». Enfin, si j'ai des enfants, j'aimerais bien être allongé comme ça, mercredi après-midi, on dit « papa travaille », alors que je suis simplement en train de lire.
Et du coup, ce à quoi j'attache le plus de prix, c'est vraiment la liberté, enfin, la liberté que confère ce statut d'écrivain. Et si j'étais obligé aujourd'hui de me lever à 7h30 du matin, de mettre un costume, une cravate, de prendre le RER et de me rendre dans un bureau pour écrire de 9h à 18h, je ne le ferais pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà. Donc l'écriture ne m'est pas... Non, c'est pas quelque chose de nécessaire. Non. La lecture, oui, mais l'écriture, non. Je te laissais le mot, je ne l'ai pas prononcé à ta place. Alors, peut-être qu'on peut échanger avec la salle, et merci infiniment, et Gaël, pour la qualité de cette lecture et pour la qualité des réponses. Est-ce que vous voulez échanger alors à la fois sur ce livre, Mon maître et mon vainqueur, peut-être différents éléments périphériques qui ont été signalés sur la vie de Rimbaud? Je sais qu'on posera cette question tout au long de l'année, je tiens à le dire à différentes personnalités. Merci pour cette réponse enregistrée. On va compiler une espèce d'œuvre chorale, comme le disait Gaël, pour relever ce défi de ce mystère et surtout attirer bien d'autres gens vers Rimbaud pour essayer de les intéresser à sa vie et son œuvre. Est-ce que je vous cède mon micro, vous avez une question à poser? Profitons de la présence de François-Henri Desérables. Tu veux Juste, c'est une toute petite remarque tout à l'heure par rapport au fait que Rimbaud s'était rasé le crâne. J'ai lu dans la biographie par Ernest de la Haye, Ernest de la Haye raconte que c'est dans les circonstances, du décès de sa sœur Vitalie. Parce qu'il avait la tête aussi. Et voilà, ouais, c'est ça. Il avait des maux de tête et il les attribuait à sa longue chevelure. C'est ce que j'ai lu aussi. Et voilà. En fait, on rapproche le contexte de la mort, mais c'est pas... Non, mais il se trouve que c'était au même moment. Et il apparaît publiquement à l'enterrement de sa sœur avec le crâne rasé. Souvent on fait le rapprochement. Oui, il n'y a peut-être pas un lien, il n'y a sans doute pas un lien entre les deux. On lui avait dit que s'il se rasait les cheveux, il aurait plus mal à la tête. C'est vrai. C'était assez curieux, mais bon, il a cru ça. Ouais, non, c'était pas par rapport à votre livre. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il avait des maux de tête et on lui a dit que c'était peut-être dû à sa longue chevelure. Il a essayé de se raser la tête, mais c'est vrai que la première fois qu'il est apparu publiquement avec ce crâne rasé, c'était pour l'enterrement de sa sœur de 17 ans, Vitalie, qui portait le même nom que sa mère, d'ailleurs, Vitalie Cuif. Est-ce qu'on a la chance d'avoir évidemment de très grands rimbaliens dans la salle? Monsieur Brunel, je ne citerai pas tout le monde. Emmanuel qui a, au moment du centenaire, c'est ça, présidé le centenaire autour de la ville d'Arthur Rimbaud. Oui, d'ailleurs, c'était un petit peu angoissant pour moi de parler devant une assemblée aussi éminente et devant des rimbaliens pur jus. Très bienveillant. Parce que, ouais, mais j'ai sans doute commis des erreurs factuelles. J'ai peut-être. On a pris des notes. J'espère bien. Donc vous pourrez me corriger. Parce que moi, je ne suis pas un très grand connaisseur de la vie de Rimbaud. Enfin, j'ai lu quelques biographies, mais j'en sais beaucoup moins que vous, et c'est simplement la fréquence. Mais ça m'a permis de me plonger, parce que du coup, je me suis replongé là, dans la pléiade de Rimbaud. Donc j'étais content de faire cette rencontre simplement pour l'opportunité que ça m'a donnée. Enfin, est-ce qu'il faut une opportunité? Presque l'obligation. Non, mais c'était un gros bonheur. Du coup, j'ai relu un peu Rimbaud. Mais sur le principe de ce que tu as décrit, il y a un poème, je crois, ici, ces fameuses ratures à la fin, il y a le fameux un pied, vous reconnaîtrez le poème, c'est ma poème, je crois, un pied tout près du cœur, c'est ce qui était écrit, un pied tout près du cœur, ça en était parlé un jour, ça a été changé par un pied près de mon cœur. Et on voit cette rature, cette musicalité évidemment absolument géniale. Vous voulez, s'il vous plaît, parce qu'il faut m'aider dans cet exercice, poser, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on s'est dit? Non, moi j'ai été émerveillé. Si vous voulez, j'ai été émerveillé et très très ému. Je sens aussi bien la lecture du livre qu'à vous entendre. J'ai vécu ça intensément. Voilà. Merci. Merci. Je pense que, oui. je pense, vous disiez à l'instant que vous n'étiez pas spécialiste de Rimbaud, etc. Mais finalement, c'est presque parfois mieux d'arriver vierge devant une œuvre. Parce qu'on réagit exactement comme Rimbaud voudrait qu'on réagisse. Je ne pense pas que quand Rimbaud écrivait, il écrivait pour des gens qui étaient spécialistes de sa vie, de son intensité poétique. Ça sortait, c'était une fleur. Donc il n'attendait pas des botanistes, il attendait des fasseurs, des gens qui allaient sentir.
Donc le fait de ne pas être un spécialiste, vous savez très bien, je dis souvent à des étudiants qui sont devant un tableau par exemple, ils vous demandent des explications. Je dis non, je vous refuse. Un tableau, c'est un dialogue, un échange de lumière, silencieux, vierge, entre toi et une œuvre. Si vous devez vous entendre, vous entendrez toujours. Après viendront le pourquoi, mais tu n'as pas besoin de pourquoi pour comprendre et être touché. Donc je pense que le dormeur de Val, c'est exactement la même chose. Juste une petite remarque, simplement. Vous parlez tout à l'heure de la liberté de l'écrivain par rapport à... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande liberté de l'écrivain en fin de compte, mais ça c'est autre chose. Dans quel sens? La liberté, c'est-à-dire une latitude en tout, non, on n'a pas une latitude en tout, surtout sur le plan de la création. Oh bah, moi je pense qu'on peut avoir une très grande liberté sur le plan de la création et une très grande liberté dans la façon de mener sa vie. Enfin, ce qui me plaisait dans cette idée de consacrer ma vie à l'écriture, c'était surtout de pouvoir écrire quand j'en avais envie, de pouvoir travailler quand j'en avais envie, d'où j'en avais envie. C'est l'organisation de la vie qu'on peut avoir grâce à exactement, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'entendais. Parce que sinon la liberté elle-même, sur le plan de la création, n'est pas toujours facile à acquérir. Oui, alors, et puis le plus difficile aussi, d'une manière très prosaïque, c'est de pouvoir vivre de ses livres. Et en vivre n'est pas du tout un gage de qualité. Oh, je suis donc on ne peut pas s'enorgueillir d'en vivre. Et une des phrases les plus justes que je trouve là-dessus, c'est celle de Jules Renard qui disait « Le métier des lettres est le seul où on puisse, sans ridicule, ne pas gagner d'argent. » Et puis un autre qui disait que publier, c'est pas forcément écrire. Oui, bien sûr. Le micro là. Voilà, pardon. Oui, alors, de la bouche, pardon. Oui, moi j'ai bien aimé le côté comique aussi. Toute la dimension sur le rire, et notamment la scène finale. Oui, il y a le Pierre Michon, l'inauguration de l'hôtel Pierre Michon dans la Creuse. Enfin, il y a plein de petites saillies. Ça va être le taux de remplissage de cet hôtel. Voilà. Mais, et puis avec le final, qui est presque du Grand Guignol, où Vasco arrive sur un âne, il y a toute la bourgeoisie de la région stendhalienne qui est au grand complet, Edgar et sa queue de pie, et puis bon, je vais pas dévoiler la fin du roman, mais il y a ce côté où, après beaucoup d'émotions, le discours d'Edgar, et souvent on va de l'émotion, de quelque chose de passionnel, de très fort, avec tout de suite après des petits passages comiques. Et ça, en fait, je trouve que dans la poésie, on rabote, on élimine le côté comique des situations, et pour moi, c'est la même chose en fait. C'est une autre facette. J'aime bien Villon, alors je ris en pleurs. Il y a bien ces deux choses-là. Et juste pour finir, quand Verlaine va tirer sur Rimbaud, on est dans un vaudeville. Ils sont dans une chambre d'hôtel, il y a la mère de Verlaine qui est dans la chambre à côté, il a bu des liqueurs, des absinthes, des bocs, le matin il est parti à 8 h, il arrive à midi, il est complètement bourré. D'ailleurs, il est d'autant plus bourré qu'il va commencer par tirer un premier coup dans le plancher. Avant, il aura écrit également à la mère de Rimbaud pour se faire, pour dire oula, au secours. Donc, on est dans un... Et d'ailleurs, je tiens à mentionner parce qu'il y a c'est vrai que dans la mythologie rimbaudrienne, on a tendance à portraiturer la mère de Rimbaud de manière assez négative. Et la lettre qu'écrit la mère de Rimbaud à Verlaine alors qu'il menace de se tuer est magnifique. C'est une lettre magnifique. Oui, elle est magnifique. Et donc, mais il y a aussi ce côté très drôlatique et très vaudevillesque, presque du Grand Guignol, de cette scène qu'on imagine. Tout de suite après, Verlaine est en pleurs, la mère de Verlaine fait un garrot à Rimbaud. C'est un petit peu comme la scène à Londres où Verlaine arrive avec un Aransor ou un Macro et Rimbaud qui le regarde et dit écoute Bobonne, on va pas jouer le vieux couple. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect aussi
entre guillemets, comique, que moi je relie naturellement à l'aspect passionnel et dramatique. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez, je sais que vous avez un lien particulier aussi à Arthur Rimbaud, vous voulez en parler? Vous voulez nous réciter un peu? Alors, pas particulièrement. Ça vous a plu, ça? Je vais vous faire le plateau livre. Non, moi je suis en train de le lire, alors je suis très embêté parce que je dois être à la page presque vers la fin. Donc je me bouche les oreilles à chaque fois qu'on spoil le roman. Non, mais il y a certains d'entre vous qui ont vu le spectacle qu'on a fait autour d'Arthur Rimbaud, qui s'appelle Rimbaud Cavalcade, qui va se reprendre au Festival d'Avignon. Donc voilà, il y a aussi du théâtre aussi dans ce roman. D'ailleurs, ça va être adapté au théâtre en janvier prochain, au théâtre de la Pépinière, je crois. Avec des grands comédiens. Il y a de quoi faire, mais je m'imaginais plus un film que. Mais bon, peut-être que ça viendra après. Mais il faudrait faire. Enfin, j'ai pas fini, mais c'est Merci beaucoup. Mais il faudrait refaire un film sur Verlaine et Rimbaud parce que le seul qui existe, celui qui a été l'un des premiers rôles de Leonardo DiCaprio, qui est de Agnieszka Holland. Agnieszka Holland, ouais, qui est pas extraordinaire comme film. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a eu 71 Saisons d'enfer avec Brialy et Terence Stamp. On l'a oublié celui-là. Ça s'appelle Une saison d'enfer? Ouais, Saison d'enfer. Il y en a 2 ou 3 côté faire. Mais peut-être pour vous répondre, monsieur, justement, sur tout le côté comique et vaudevillesque, nous, sur le spectacle qu'interprète Romain, c'était vraiment la difficulté qu'on avait, c'est que c'est un peu compliqué de jouer Arthur Rimbaud. Enfin, de dire, voilà, on prend un acteur, il va jouer Arthur Rimbaud. Donc Romain fait tous les personnages sur scène, dans le seul en scène. Et nous, sur le côté rocambolesque et vaudevillesque, nous, voilà, tout ce que vous avez raconté sur la scène de Bruxelles, nous on fait tout. Hein. On fait le vendeur d'armes, on fait le responsable, voilà. Donc, Juste, j'ai vu le spectacle, et effectivement, quand il le dit avec l'accent belge, j'allais retrouver quoi? L'éternité. Donc il y a aussi beaucoup de... Il y a cette dimension-là dans ton spectacle, hein, aussi. Qui revient à Paris ensuite, hein. Ouais. Qui reviendra à Paris au printemps prochain. Allez, au Stade de l'Essaillon. Voilà. Merci, ça fait plaisir d'avoir. Tu veux dire? Pas de questions. Voilà, mais si vous avez peut-être encore une question, une intervention. Manuel Aude. C'est moi par rapport à Rimbaud que par rapport à Évariste Galois. Et je voulais savoir s'il y avait un... Voilà. Presque pareil, hein. Bah oui, justement. Donc c'était cette correspondance entre votre premier roman et le dernier, et de savoir quels les effets d'écho que vous voyez entre les deux. Évariste Galois est né en 1811 à Bourg-la-Reine et il est mort en 1832 à Paris. Donc si on fait le calcul, ça fait 20 ans. Il est mort à l'âge de 20 ans, dans les bras de son frère, après avoir dit cette très belle dernière phrase: « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans ». Et il est mort suite à un duel, parce que... je vous raconte son histoire en 5 minutes. Donc il naît à Bourg-la-Reine, dans une famille, le père et mère de Bourg-la-Reine, une famille assez anticléricale. Et il étudie d'abord à Louis-le-Grand, il découvre les mathématiques à Louis-le-Grand, donc lui aussi a son Isambard, un professeur qui se rend compte enfin en tout cas de ses très grandes aptitudes, pour ne pas dire encore son génie, et puis il rêve d'entrer à Polytechnique. Et le jour du concours d'entrée à l'école polytechnique, l'oral du concours d'entrée à l'école polytechnique, c'est le lendemain du suicide de son père. Son père s'est suicidé la veille. Et excédé parce qu'il trouve que les questions qu'on lui pose sont trop faciles, ça c'est un truc rimbaudien aussi, hein, de petit con, il prend le chiffon qui sert à effacer le tableau et il le balance à la gueule de l'examinateur. On comprend bien qu'il n'est pas rentré à l'école polytechnique. Et il entre dans une école qui aujourd'hui est très prestigieuse, qui est l'école normale supérieure, qui à l'époque s'appelait l'école préparatoire, mais qui n'avait pas le prestige à l'époque qu'elle a aujourd'hui. Et il en conçoit une certaine amertume. Et en 1830, les 27-28
29 juillet 1830, pendant les Trois Glorieuses, Évariste Galois, qui est un ardent républicain, rêve de monter sur les barricades aux côtés du peuple, et il est enfermé dans son dortoir par le directeur de l'école normale. Et lorsque le dortoir rouvre, il insulte le directeur, dans une lettre notamment, et il se fait exclure de l'école normale. Et ensuite, il commence à frayer avec le milieu républicain, il se retrouve à un dîner, notamment où se trouve le jeune Alexandre Dumas, qui a 30 ans, et lors de ce dîner, il porte un toast à la mort du roi, à la mort de Louis-Philippe. Et il est jugé une première fois, il est acquitté, parce qu'il a un avocat qui parvient à faire une très belle plaidoirie, à dire que les propos tenus dans un cadre privé, même s'ils sont attentatoires à la vie du roi, ne devraient pas être condamnables. Il est acquitté, et finalement, quelques semaines plus tard, il porte un uniforme de la garde nationale qui a été dissoute, on retrouve sur lui un couteau, il est arrêté une nouvelle fois, et cette fois-ci, il est jugé non pas en cour d'assises avec un jury populaire qui pourrait les jurer en correctionnel par des juges qui sont à la solde du pouvoir, et il est condamné à la prison. Il se retrouve à Sainte-Pélagie, il fête son 20e anniversaire en prison, et à ce moment-là, il y a une épidémie de choléra qui arrive à Paris, on est en 1832, et les prisons sont vidées par mesure de précaution, et on place les prisonniers dans des maisons de santé. Ils se retrouvent dans la maison de santé du sieur Foltrier, qui se trouve rue de l'Oursine, et la nièce du médecin s'appelle Stéphanie Portrin-du-Motel, et il en tombe amoureux. Le problème, c'est que cette Stéphanie, elle a déjà un prétendant, un soupirant, qui, apprenant que Évariste la poursuit de ses ardeurs, eh bien, se décide à le provoquer en duel. Et Évariste aurait très bien pu passer la nuit précédant le duel à s'entraîner au tir, ou alors à s'apitoyer sur son sort. Eh bien, il décide plutôt de corriger son mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux et d'écrire une dernière lettre qui est son testament mathématique, qui se trouve d'ailleurs à l'Académie des sciences, et dans lesquelles il résume l'essentiel de sa pensée. Il forge la théorie des groupes qui va ensuite révolutionner l'algèbre des années plus tard. Le lendemain, il se bat en duel, il est laissé pour mort au bord d'un champ, il est ramené par un paysan à l'hôpital Cochin, et il meurt donc dans les bras de son frère. 15 ans plus tard, ses travaux sont publiés pour la première fois, et il faut attendre 30 à 40 ans après sa mort pour découvrir la profondeur de sa pensée, parce qu'il fallait sortir de son propre schéma de pensée à l'époque pour saisir la complexité de celle d'Évariste Galois. Donc c'est une trajectoire, mais presque parallèle à ça. Enfin, il y a vraiment un miroir. Ouais, même écrivain s'intéresse aux deux. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai écrit sur Évariste Galois, le livre s'appelait Évariste, et l'éditeur Gallimard a décidé de mettre un bandeau, et c'est marqué le Rimbaud des mathématiques. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... c'est fascinant de voir à quel point ces deux jeunes hommes, qui étaient des jeunes de province, qui ont un génie très, très précoce, et qui meurent. Alors Rimbaud meurt pour la poésie à 20 ans, et Évariste Galois meurt organiquement à 20 ans, et qui ne sont compris finalement que des années après leur mort. Enfin, en tout cas, dans la... Tu as dit dans une interview que seraient devenues les mathématiques si Évariste, oui, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait fait d'autres découvertes? De même que si Rimbaud avait, quel chef-d'œuvre nous aurait-il... Oui, mais à l'inverse, s'il était mort à 21 ans, Rimbaud, on aurait imaginé qu'il aurait pu écrire des choses incroyables, alors qu'il en a. Oui, mais sa vie, ça aurait été tout aussi facile en cela dit. Mais donc, oui... de toute façon, Rimbaud, il est présent dans absolument tout. Évidemment, j'en parle dans Évariste, il apparaît dans un certain Monsieur Péguelny, dans Mon Maître et mon Vainqueur. Et là, il se trouve que je sors un livre dans 10 jours, qui s'appelle L'usure d'un monde, parce que je suis parti sur les traces de Nicolas Bouvier en Iran, et je me suis retrouvé en Iran pendant les manifestations contre la République islamique, suite à la mort de Marsa Amini. Et à un moment, je fais référence à Arthur Rimbaud, parce que, avant de partir en Iran, j'ai contacté un journaliste assez connu, qui écrit des articles sur l'Iran, et notamment sur la situation en Iran. Et vraiment, bon, lorsqu'on lit les articles de ce journaliste, et qu'il nous parle des gaz lacrymogènes qu'on envoie à la tête des manifestants, nos yeux piquent. Lorsqu'il parle des prisons, des portes des prisons qui se referment sur la jeunesse iranienne, on entend vraiment grincer leurs gonds. Et donc moi, je lui ai écrit et je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer? J'arrive à Téhéran bientôt, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Et il me répond d'une manière très condescendante, mais vous croyez vraiment, jeune homme, que c'est un bon moment pour venir en Iran? Je lui ai dit, écoutez, c'est un voyage prévu de longue date, je m'intéresse beaucoup aux révolutions,
Et encore, il me répond de manière très condescendante, n'y allez pas. Et finalement, j'y vais, j'arrive à Téhéran et je lui dis, écoutez, j'y suis, j'aimerais beaucoup. Et il finit par m'avouer qu'il n'est pas à Téhéran et que tous ces articles, finalement, il les a écrits depuis Paris. Et je dis, après tout, un jeune Ardennais a écrit Le bateau ivre sans avoir vu la mer, parce qu'il n'avait pas vu à l'époque du bateau ivre. Mais moi, je n'ai pas l'imagination aussi féconde que ce journaliste et j'ai besoin d'aller sur place pour me faire une idée de ce qui se passe dans un pays. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de journaliste en Iran. Et donc ce livre sort le 4 mai. Je vous invite tous à en faire acquisition le jour de sa sortie. L'usure d'un monde. L'usure d'un monde. L'usure d'un monde. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Toujours dans la blanche. Voilà, je crois que c'est voilà, sur cette perspective heureuse d'un nouveau livre. Rien n'est plus important que ça quand on a un écrivain. Donc c'est dans 10 jours, c'est ça. Et tu peux nous rappeler le nom de titre L'usure d'un monde, parce qu'en fait je suis parti sur les traces de Bouvier qui a écrit ce livre magnifique, L'usage du monde, qui est vraiment l'un des plus beaux, enfin peut-être pour moi le plus beau récit de voyage jamais écrit. C'est magnifique au début de L'usage du monde, je me souviens de la première page où il dit « Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois, le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Cachemire, le Banat, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne saurait nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Eh bien, s'il y a bien quelque chose qui a défait Arthur Rimbaud, c'est le voyage. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Je crois qu'on peut dire.